Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Bon, c'est bon. Donc là, ce matin, on va vous présenter donc, donc un talk sur la norme HTTP3 et le protocole Quick qui va avec. Donc on va voir qu'ils sont tous les deux intimement liés. Donc un petit tour de présentation. Donc je commence par moi. Donc, je m'appelle Julien Namdar, donc je suis ingénieur et développeur donc, à Soprasteria. Je suis basé sur le site de Chartres de Bretagne, voilà, dans la région rennaise. Baptiste et moi faisons partie d'une équipe qui s'appelle l'équipe I3X, donc sur ce site de Chartres de Bretagne. Et plus généralement à Sopra, on fait partie d'un collectif, donc le collectif Tech Milieu, qui voilà, pour but un peu de diffuser des bonnes pratiques, de vulgariser des nouveaux sujets comme celui-ci par exemple aujourd'hui. Et je vais laisser Baptiste Et donc, comme Julien m'a introduit, en effet, je m'appelle Baptiste Prieur et ingénieur du coup à Soprasteria, plutôt dans le développement et aussi accès cloud, avec, on va dire comme hobby plutôt dev, cloud et DevOps. Alors donc, pour en revenir au sujet, donc la norme HTTP3 et le protocole Quick, donc on va détailler les deux ensuite. Donc déjà, quelle est leur origine et donc pourquoi ils ont été créés. Donc à la base, le but c'était donc, pourquoi nous on est venu à étudier ce sujet-là. C'était vraiment suite à un besoin client, donc il voulait faire une analyse en fait du protocole et de comparer surtout les performances entre les différentes versions, donc HTTP 1.1, HTTP 2 et donc HTTP 3 la dernière. Et ici donc là les objectifs du talk, ça va être de partager notre compréhension de cette nouvelle version. Surtout vulgariser le sujet. Donc, on insiste bien là-dessus, on n'est pas des experts réseau, donc il y a évidemment certains détails qui sont très techniques dans la documentation, dans la spec, donc on ne va pas forcément aller hyper loin dans ces détails-là, mais voilà, un objectif de vulgarisation. Et enfin, discuter des résultats qu'on a observés, puisque à la base, c'était vraiment une comparaison de performance qu'on souhaitait faire. Donc on va présenter ça en 4 parties. Donc déjà on va vous présenter la norme HTTP3 et donc le protocole Quick. Et donc ce que ces deux normes sont censées apporter en amélioration. Ensuite on discutera un peu des quelques implémentations qui existent déjà de cette norme. Une phase d'expérimentation que Baptiste vous fera une démo avec un serveur web, etc. Et enfin la conclusion, voilà, on parlera un peu de l'ouverture, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc c'est parti pour la première partie. Donc quels étaient les objectifs de la création déjà de cette nouvelle norme HTTP3 ? Donc les objectifs initiaux, c'était vraiment des objectifs de rapidité. Donc on souhaitait diminuer la latence et globalement avoir une sensation de rapidité meilleure en fait sur du trafic internet. Donc voilà, quand vous naviguez quand vous êtes sur votre navigateur. Dès le début, il a été décidé de ne pas apporter ces améliorations sur la couche TCP, puisque c'est une couche qui aujourd'hui est très souvent implémentée donc, dans le noyau, donc au niveau du système. Et dès qu'on touche à cette partie-là, il est très difficile de pousser ces évolutions. Donc l'adoption aurait été très compliquée, puisqu'il aurait fallu des années, voire plus, pour que la mise à jour soit propagée. Donc c'est pour ça que dès le début, les créateurs ont plutôt choisi de partir sur la couche UDP et en fait de construire un protocole au-dessus de cette couche-là, puisque l'adoption pour eux, ils pensaient que ce serait plus simple et il y avait du potentiel d'optimisation en plus qu'ils ne pouvaient pas faire dans TCP. Donc là, on a un peu les grosses milestones de HTTP3 et du protocole Quick. Donc les deux sont vraiment intimement liés. Vous allez voir par la suite, peut-être je vais parler juste d'HTTP3 ou de Quick. En gros, souvent quand j'évoque là, j'évoque les deux en même temps, puisque dès la création, Quick a été conçu uniquement pour HTTP3. On verra par la suite, il peut être utilisé pour d'autres choses, mais pour l'instant, on va parler que de ça. Donc en 2012, c'est une équipe d'ingénieurs de Google qui est à l'origine de la création du protocole. Donc ils commencent à travailler dessus. En 2013, ils ont fait une première présentation à l'IETF. Donc c'est International Engineering Task Force, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est des groupes de travaux internationaux qui essaient de ratifier des nouvelles normes. Donc ils ont présenté ça.
Et il commence à y avoir des premiers supports côté navigateur, donc forcément sur Chromium, parce que ça vient de Google. Ensuite, on a des premiers supports donc, côté serveur web, donc un prototype de chez Google, Nginx qui commence aussi à vouloir implémenter la feature, Kali, Quiche, voilà, plein de serveurs web. Les CDN, donc Content Delivery Network, donc là c'est vraiment des gros acteurs du trafic Internet mondial, donc qui commencent eux aussi à supporter cette norme-là. Et aussi du support côté client, donc par exemple sur Curl, qui proposait dès 2019 de pouvoir compiler avec cette option HTTP3 d'activer. Ensuite, le développement continue. Ça restait dans des branches expérimentales sur la plupart des serveurs web, donc on passe peu à peu dans les versions stables de ces serveurs. Et donc, par exemple, là, c'était il y a à peu près un mois, un petit peu plus. Nginx, en fait, qui a inclus par défaut donc, le support d'HTTP3, donc c'était dans la release 1.20. Donc, dans l'idée de vous donner un panorama des RFC qui composent les normes HTTP, on a dû dans un premier temps, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, non, un peu moins de 20 ans maintenant, les premières normes HTTP, donc autour des années 2000, donc la 1.1, la dernière des années 2000, qui était sortie et qui est restée longtemps la norme officielle des navigateurs. En 2010, Google avait initié des projets sur un projet qu'ils ont appelé qu'ils ont appelé SPDY. Donc c'est HTTP2 aujourd'hui, donc ils ont mis 5 ans à la sortir et à l'écrire. Et comme l'a dit Julien juste avant, d'autres ingénieurs de Google ont imaginé du coup Quick dans un premier temps, donc modifier du coup la couche de transport et peut-être l'intégrer HTTP2, mais ça a été fait du coup dans le cadre d'une nouvelle implémentation de la norme HTTP, donc HTTP3. Et donc cette norme HTTP, elle englobe 3-4 normes, donc les deux principales, Quick, donc qui est sorti et qui a été publié en 2021, et HTTP3 qui a été publié en 2022. Mais l'IETF, qui se charge du coup de rédiger ces RFC, n'ont pas publié que celle-ci. Elles ont en même temps refait un travail de redéfinition de l'ensemble des normes. Donc ils ont notamment mis en commun toute la partie commune des implémentations HTTP. Donc il y a deux RFC, donc la 9110 et la 9111. Et ils ont également, comme elles sont assez anciennes, ils ont fait l'effort du coup de réécrire les RFC donc à jour avec toutes les modifications qui ont été apportées depuis. Avec du coup, ils ont réécrit HTTP 1.1 et HTTP 2 pour avoir HTTP 3. Donc c'est des RFC qui se suivent, donc plus simple dans la lecture. Et donc ici sur cette slide, on voit un peu les imbrications qui gravitent autour de ces RFC, donc de ces normes. On peut voir sur la partie de droite pour vous, donc toute la partie Quick, qui est la couche de transport utilisée par HTTP3, qui a un lien avec la RFC TLS, donc qui est la partie sécurité des transports, des échanges HTTP, donc c'est HTTPS pour faire simple. Et HTTP, du coup, 1.1 et 2 dépendent du coup uniquement de TLS sur ce schéma. C'est ça. Là, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la réorganisation, comme a dit Baptiste, donc ils ont republié certaines RFC. Et surtout, vous voyez que pour HTTP3, en fait, il y a une flèche qui ne va que vers TLS 1.3. Donc en fait, HTTP3 ne supporte que cette version de TLS, ce qui est une bonne chose parce que on préfère avoir forcément la dernière version de TLS en production. Ici, je vous ai mis un petit aperçu de ce que pouvait contenir une des RFC. Alors celle-ci, je crois que c'est la 80... Celle de Quick, c'est la 9001. Et en fait, alors à gauche, vous voyez, donc c'est le sommaire des RFC. Bon, là, c'est la moitié du sommaire, il n'y a pas tout le sommaire. Elle est assez longue. Et à droite, c'est un petit extrait, en gros, de ce que vous pouvez trouver dans les RFC. Bon, là, je l'ai prise de la RFC au format texte. En vrai, maintenant, il n'y a pas que celui-ci. Vous pouvez le sortir au format PDF, où c'est un peu plus joli aussi, etc. Mais voilà, donc s'il y a des informations forcément assez techniques à l'intérieur. Ici, je vais limite plutôt vous présenter celle-ci. Là, en fait, on vous montre les différences notables qu'il y a eu dans l'évolution des 3 versions du protocole. Donc, en un point, ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y avait pas encore de multiplexage.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y avait une connexion qui était ouverte pour télécharger en fait chaque fichier d'une page. Donc, par exemple, vos images, vos scripts, votre HTML. En fait, une connexion était ouverte par fichier. Donc, il n'y avait pas de multiplexage. Donc, ça pouvait être assez lent quand vous aviez beaucoup d'éléments sur la page. En HTTP2, la notion de multiplexage a été introduite. Donc, en fait, il n'y avait plus qu'un seul canal, il y avait une seule connexion qui était ouverte, et en fait, tous les téléchargements passaient dedans. Donc, c'est ce qu'on appelle le multiplexage. Ça pouvait introduire certains soucis aussi de performance, puisque lorsqu'on avait des pertes de paquets, en fait, on pouvait perdre des grosses parties du flux, à la fois ce qui pouvait ralentir le chargement de la page finalement, comparé à HTTP 1.1. Donc voilà, dans des cas assez particuliers où le réseau était de mauvaise qualité, ça pouvait être pire, c'était possible. Et donc en HTTP 3, c'est aussi ce dont on va vous reparler ensuite. Le multiplexage en fait a été amélioré avec Quick. Il y a des optimisations qui sont faites dessus, notamment lorsque on est dans le cas que je viens d'évoquer, donc quand on a des pertes de paquets, il y a des optimisations qui sont faites à ce niveau. Donc ici, là c'est un schéma qui résume bien la transition entre HTTP 2 et 3. Donc oui, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de Stoke, c'est vraiment ce schéma-là, il est assez important. En fait, ici, on va voir un peu tous les blocs qui restent en commun et ceux qui changent. Donc déjà, la couche IP, forcément, on n'y touche pas, ça reste le transport, la couche transport qui est choisie. Les sémantiques HTTP sont les mêmes, donc ça veut dire que d'un point de vue client, en fait, vous allez retrouver toujours pareil vos méthodes get, post, put, etc. Ça change pas. Et entre les deux, on voit la différence. Donc, TCP, on n'utilise plus TCP, on utilise UDP. Quick qui vient se ficher donc juste au-dessus du DP. Et le TLS qui est vraiment cette fois inclus à Quick. Là où pour TCP, c'était optionnel, donc on n'était pas obligé de l'utiliser lorsqu'on faisait du HTTP. Et par exemple, on voit que certaines fonctionnalités qui étaient avant écrites dans la spécification de l'HTTP, cette fois sont plutôt portées dans la couche du transport qui est Quick. Donc par exemple, vous voyez le multiplexage dont je parlais juste avant. Cette fois-ci, en fait, il est directement intégré à Quick, et c'est notamment grâce à ça qu'ils ont pu vraiment apporter des améliorations dessus. Ici, donc, on va vous présenter un peu, donc, en plus du multiplexage, donc on va détailler des autres améliorations notables qu'on peut avoir donc, dans la norme HTTP3 et le protocole Quick. Alors le premier, c'est le 0 RTT, donc RTT pour Round Trip Time. Donc le but de cette feature, c'est vraiment de minimiser en fait le nombre de trames échangées lorsqu'on initialise une connexion. Donc le 0 RTT, c'est quelque chose qui existait déjà lorsque TLS 1.3 est sorti. Donc en fait, le but, c'est vraiment que la handshake en fait soit plus rapide lorsqu'on initialise une connexion. Donc on passe de, je crois que c'était 7 trames à 3, voire 2, je crois, dans le meilleur des cas, c'est ça. Donc forcément, quand on a des connexions, c'est plus rapide. Et en plus, qu'apporte Quick dans ce cas-là, donc dans le cas où on fait du 0 RTT, c'est qu'en fait, là où sur HTTP2, on faisait que la handshake à ce moment-là, il n'y avait pas encore, au moment de la handshake, de données d'application, par exemple, de la page qui était échangée. En fait, dans Quick, même au moment de la handshake, en fait, Quick va commencer directement à envoyer des données de la page, donc ce qui va faire une sorte de jumpstart un peu sur le chargement de la page pour que ce soit plus rapide. Et ensuite, Baptiste va vous parler donc, du multiplexage. C'est ça. Donc, en plus du 0TT, donc là, il y a la partie multiplexage, et notamment avec le protocole HTTP2, il y a un problème qui persiste toujours et qui était déjà présent avec les anciennes normes HTTP. C'est le problème qu'ils appellent le head-of-line blocking. Donc, pour faire simple, c'est un problème qui est rencontré avec l'utilisation de TCP, et le fonctionnement de TCP, c'est j'envoie mes données dans un ordre et mon serveur envoie mes données dans un ordre, mon client répond au serveur « Ok, j'ai reçu ». Sauf que si la trame est perdue au moment de l'échange, au moment de ce transfert de données, du coup, malgré que le client reçoive des trames, ces trames ne sont pas comptabilisées et le serveur est obligé de renvoyer l'ensemble des trames à partir de celle qui a été perdue. Contrairement à HTTP3, où ce problème il est solutionné, étant donné qu'on utilise du coup la partie UDP et pas la partie TCP, donc il y a plus de problème on est obligé d'attendre dans un certain ordre l'échange des trames. Et donc on a un petit schéma, une petite animation juste après,
où on peut comprendre un peu le fonctionnement enfin, l'amélioration qu'on peut avoir avec l'utilisation d'HTTP3, en plus du bénéfice du multiplexage, qui est de ne pas, contrairement à HTTP 1.1, d'envoyer connexion par connexion, fichier par fichier, donc donnée par donnée. Donc toutes les données sont reçues, sauf s'il y a une trame de perdu, le serveur est obligé de renvoyer la trame, donc les trames suivantes sont plus ordonnées côté HTTP3. Alors contrairement à HTTP2, où là, le serveur est obligé de renvoyer l'ensemble des streams qui ont été impactés. C'est ça. Là, on voit vraiment en fait sur l'animation. En haut, vous avez en fait qui part du client. Il y a 2 requêtes, donc la jaune et la verte. Elles sont multiplexées, donc c'est dans le même flux. Et en fait, vous voyez que sur HTTP2, en fait, de manière simulée, on introduit une perte de paquets. Le flux se coupe et en fait, vous voyez que la suite des 2 paquets donc qui est bloqué n'arrive pas à destination. Et sur HTTP3, en fait, c'est un des paquets jaunes qui est coupé. Et du coup, il n'y a que les paquets suivants de la requête jaune qui sont coupés. Et ceux de la requête verte continuent à passer. Donc c'est vraiment, quand on a du réseau congestionné, de pas mal de pertes de paquets, c'est une optimisation qui va permettre, on va le voir ensuite, de faire gagner énormément de temps. En effet. Donc un autre point clé qui est introduit avec HTTP3, c'est la partie changement de réseau. Donc comme on l'a dit, quand on se connecte à un serveur avec HTTP2, du coup on est lié à une adresse IP. Contrairement, donc ça c'est lié du coup à l'utilisation du protocole TCP. Il y a forcément une IP derrière une connexion TCP. Donc lorsqu'on change de réseau, donc par exemple, admettons on passe d'une connexion Wi-Fi à une connexion HD avec son téléphone, lorsqu'on regarde une vidéo, on perd du coup cette adresse IP publique que le serveur connaît. Et donc, il est obligé le client est obligé de refaire une phase de connexion pour récupérer du coup, par exemple, la reprise de la vidéo. Avec Quick, l'amélioration qui est derrière, c'est que la couche de transport Quick ne dépend plus d'une IP, mais plutôt d'un identifiant de connexion. Et donc, par exemple, lorsqu'on passe de la Wi-Fi à la 4G, quand on regarde une vidéo, par exemple sur YouTube, on a moins cette impression de perte de flux en sachant qu'il y a de la bufferisation. Donc, limite, c'est invisible lorsqu'on lit une vidéo et qu'on change de réseau, par exemple. Et d'autres points clés, du coup, une feature assez importante, c'est comme Quick est implémenté avec TLS 1.3 inclus dans la norme, tous les échanges sont forcément sécurisés en HTTPS. Il n'y a plus d'HTTP. Donc ça, c'est un bon point d'aspect de sécurité qui est mis en avant avec l'implémentation de cette norme au sein des serveurs. Et également, il y a certains mécanismes du coup qui sont retravaillés avec du coup la création de cette nouvelle couche de transport. Donc notamment, ils ont retravaillé le mécanisme de congestion. Donc c'est lorsque, au sein de l'échange entre un serveur et un client, il y a une partie du réseau qui est congestionnée, donc c'est-à-dire que les trames mettent un peu plus de temps à passer du point A au point B. Le serveur est capable d'adapter son flux, donc son régime d'échange, pour que la décongestion de ce nœud, de ce lien se fasse. C'est ça, c'est une fonctionnalité qui est assez altruiste. En fait, en gros, il va essayer de manière automatique, en fait, adapter son débit en fonction de la congestion qu'il est en train d'observer sur le réseau. Donc, en fait, il va volontairement pas continuer à surcharger le réseau, peut-être pour lui laisser le temps un peu de réduire sa charge. Donc, en gros, ça va avoir l'effet d'essayer de lisser en fait la surcharge sur le réseau. Ensuite, on va passer au niveau des implémentations de la norme qu'on a pu observer. Donc, on va voir un peu les différents acteurs qui ont peut-être déjà mis en place et la maturité des différents produits. Donc, déjà, nous, ce qu'on a observé, c'est que côté navigateur, le support a été quand même très bien établi. En fait, il y a quasiment tous les navigateurs les plus populaires qui supportent donc cette norme HTTP3 et donc le protocole Quick. Comme on l'a dit au début, donc l'adoption par les CDN est aussi plutôt va dans la bonne direction. La plupart des gros CDN supportent ce type de trafic et ne le bloquent pas.
Il y a eu des déploiements assez massifs donc chez deux des GAFAM. Et on a eu un chez Meta, donc en fait qui l'utilise aujourd'hui donc pour ses sites, notamment Facebook et Instagram. Donc en gros, ils ont annoncé en 2020 qu'ils avaient à peu près 3/4 de leur trafic qui passait donc sur le protocole QUIC et plus sur HTTP2. Et chez Google aussi, notamment sur le moteur de recherche et sur YouTube. Ils utilisent HTTP3 et ils ont annoncé un peu quelques métriques qu'ils ont observées en amélioration. Donc, par exemple, le rebuffering. Le rebuffering, c'est quand vous faites pause, par exemple, en plein milieu d'une vidéo et que vous refaites play, et en gros, c'est le petit temps que ça met à reprendre dans certains cas. Donc, ils ont observé que ce délai, suite au déploiement de HTTP3, il a été réduit de 9%. C'est pas une amélioration plus drastique, mais voilà, c'est quand même des gains assez intéressants. Donc, là, vous pouvez voir un peu la carte de support d'HTTP3. Donc, en gros, on l'a quasiment partout, sauf sur Safari, qui n'est pas activé par défaut. Donc il faut l'activer en gros dans les options. Et à l'époque où on a pris l'info, c'était pas encore intégré dans le navigateur, je crois que c'est le navigateur interne d'Android. Mais sur les applis Android, par exemple Chrome, normalement c'est bon. Il y a aussi côté client, donc curl par exemple, la dernière fois qu'on a regardé, il fallait le recompiler avec le flag d'HTTP3 pour avoir une version compatible. Et niveau de librairie, il y a plein de librairies qui sont sorties pour faire du serveur HTTP3, du client, dans différents langages. Justement, côté serveur web, alors nous, on a pu tester la norme donc, avec le serveur web KDE. Donc, depuis la 2.6, il supporte de manière native HTTP3. Nginx sont pareils depuis la 1.25, donc ça on a pu tester. Et il y a énormément d'autres implémentations aussi qui existent. Vous pouvez voir la liste complète sur le working group Quick, qui a son propre repo GitHub, et il liste un peu les implémentations. Et maintenant, on va passer donc, au chapitre d'expérimentation. Donc, je vais laisser Baptiste vous en parler et fera une petite démo ensuite. En effet. Donc là, l'objectif de ce talk, ça va être un peu de comparer, vous montrer un peu une comparaison qu'on pourrait faire entre les différents protocoles. Essayer tester du coup le navigateur Nginx qui a depuis un mois publié la version 1.25 qui inclut HTTP3 nativement dans sa version. Et donc, du coup, l'objectif, ça va être de voir est-ce que le protocole HTTP3 est meilleur ou pas dans la condition du Breascamp, donc c'est-à-dire je suis ici connecté avec mon téléphone en partage de connexion depuis un serveur qui est localisé chez moi. On va voir si effectivement les serveurs HTTP se comportent bien. Est-ce que HTTP3 charge plus rapidement? C'est ce qu'on va se poser comme question sur cette expérimentation. Donc là, un petit schéma de comment est-ce que j'ai mis en place du coup cette maquette. Donc on est ici au Breascamp sur la partie gauche. Donc moi avec mon petit PC, et je peux faire des requêtes vers mes 3 serveurs HTTP HTTP1, HTTP2 et HTTP3. Donc j'ai trois domaines pour chacun des protocoles qu'on va pouvoir tester et évaluer en parallèle. Un routeur du coup pour gérer tout ça, et l'utilisation du coup de traffic control qui va me permettre justement de perturber mes interfaces de chacune de ces serveurs pour justement simuler autre que par exemple l'intégration de délais induits par la transition de mon téléphone vers jusqu'à chez moi en passant du coup par le réseau 4G. Vers, du coup, simuler, ajouter de la perturbation, ajouter par exemple plus de pertes de paquets, voir si c'est mieux, ou ajouter du délai, voir si c'est mieux. Donc comparer du coup les protocoles dans des cas comme ça. Oui, c'est vrai, c'est toi qui partage. Je te passe... Tu veux que je te passe ça? Oui. Je veux bien que tu enlèves ton PC. Ah oui. Donc là, pendant que le talk a débuté, j'ai lancé depuis mon PC
des tests automatisés avec SiteSpeed. Donc du coup, c'est un outil qui permet de... Je m'arrête par là. C'est un outil du coup qui permet de faire des benchmarks d'un navigateur. Donc là, je vais m'en servir du coup pour récupérer certaines métriques, donc par exemple notamment le temps de chargement. Et du coup, je vais comparer chaque protocole. Est-ce que le temps de chargement de ma page est mieux ou pas? Donc là, par exemple, sur cette première affichage, là, on peut voir que le protocole avec HTTP 1 met 5 secondes à charger complètement la page et il a mis 3 secondes à charger les derniers éléments visuels. Donc il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, mais qui sont cachés. On peut voir que le protocole HTTP2, c'est à peu près similaire. Il a mis un peu plus de temps à charger l'ensemble des éléments, mais globalement, on reste proche du premier. Et HTTP3, c'est pareil, il n'y a pas de changement. Quel constat! Donc là, du coup, avec ce constat-là, on peut se demander, est-ce que c'est mieux? Eh ben, on va essayer de voir, on va essayer de creuser quels sont les aspects qui pourraient mettre en avant le protocole HTTP3 par rapport au protocole HTTP2. Zoom un peu, je pense, peut-être. Oui, c'est pas forcément intéressant. Donc là, dans un premier temps, j'ai quelques scripts. Donc là, j'étais avec aucun paramètre mis en place du coup sur chacune de mes interfaces. Donc je vais essayer d'apporter quelques perturbations au niveau de mes serveurs pour essayer de voir si en ajoutant du délai, en ajoutant de la perte de paquets ou en contrôlant un peu le débit de ces interfaces, est-ce qu'on obtient des meilleurs résultats ici sur mon réseau, enfin sur mon PC. Donc par exemple, je vais intégrer je vais mettre du délai. Donc là, j'ai mis 30 secondes supplémentaires de MS en sachant que on est à peu près à 60 secondes de MS sans 60 millisecondes. Millisecondes, sans ajouter de la perturbation au niveau de mes routeurs, enfin au niveau de mes interfaces, de mes serveurs. Et donc là, on retourne sur les navigateurs. Bon, on va pas rejouer la vidéo, puisque là, on essaye d'avoir quelque chose de un peu plus en temps réel et de constater, avec du coup la partie navigateur, avec les navigateurs, si on a une amélioration. Ça, là, en plus, vous voyez, je crois que c'est pas activé par défaut, mais on a affiché la colonne protocole, là où on peut voir la version d'HTTP qui est utilisée pour chaque requête. On va agrandir le réseau. Donc en ajoutant 30 millisecondes supplémentaires, on est passé d'un chargement de 5 secondes pour le protocole HTTP1 à environ 7-8 secondes. Donc on peut voir déjà pour le protocole HTTP1, plus il y a du délai sur mes serveurs, sur la totalité de mon transport, plus effectivement ça va être plus long. C'est logique. On va voir du coup, pareil, on va se positionner sur HTTP2. On va essayer de voir si la partie délai change quelque chose. Hop. Ouais. On est à peu près... on est un peu plus court. Ah non, il a changé tous les éléments un peu plus longs. Mais c'est normal, c'est parce que c'est du multiplexage. Et en effet, comme on l'a évoqué du coup en début un peu au milieu de la présentation, on a vu que le multiplexage avec TCP, quand il y a de la perte de paquets, ça se comporte pas moins bien. Donc ouais, on peut voir que ça se trouve sur cette trame, elle a mis plus de temps à charger parce que elle était dans un même stream que du coup une autre image.
Et donc du coup, si une des trames a été perdue, il a dû attendre. Et donc du coup, ça a mis un peu plus de temps par rapport à HTTP1. Et HTTP3. Donc là, on est un peu... Hop. Bon, on peut voir qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup d'altération. On est toujours autour de 5 millisecondes. Enfin, de 5 secondes du temps de chargement au complet. Donc Ouais, on peut voir que... Là, on fait moins 1 ou 2 secondes, je dirais, par rapport à C'est ça. HTTP1. Donc là, on peut voir qu'a priori, avec HTTP3, il y a un gain. Donc plus on ajoute, plus il y a du temps entre le client et du coup les échanges entre le client et le serveur, a priori HTTP3 se débrouille un peu mieux. Et on va voir que c'est même pas forcément le scénario le plus avantageux pour HTTP3. Là, on fera un autre scénario où on introduira plutôt de la perte de paquets plutôt que du délai en plus. Et là, on va voir que en fait, HTTP3 s'en sort vraiment beaucoup mieux. Donc ça, c'est une des propriétés intrinsèques aussi du DP, forcément. Donc là, du coup, en parallèle, j'ai un petit Grafana qui me permet justement de récupérer les métriques qui sont générées avec du coup la suite de site speed, de site speed, oui. Donc du coup, moi, en local sur mon serveur, je fais des requêtes justement sur mes 3 serveurs, sur mes 3 protocoles, et j'essaie de voir effectivement, en introduisant du délai, est-ce que il y a du mieux. A priori, en local, il n'y a pas forcément de gain. Donc là, c'est les requêtes que tu lances depuis chez toi vers chez moi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire... c'est vraiment full local. Là, il y a juste 30 ms, il n'y a pas forcément de gain. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que effectivement... certes, ça marche très bien quand on passe par exemple sur de la 4G, mais est-ce que ça vaut le coup par exemple de changer dans des conditions optimales? C'est ça, dans des conditions optimales. Donc là, il y a un peu plus là, il y a 30 ms. On voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de gains. Donc on va retourner sur la perturbation et on va ajouter de la perte de paquets. Donc là, la perte de paquets, elle est quand même excessive. Donc 20% de perte de paquets sur l'ensemble de mes trames. Ouais, volontairement, on exagère un peu. En situation réelle, quand même sur des réseaux qui sont de mauvaise qualité, on est quand même plutôt autour de 5 à 10% grand max. Ça commence à être des gros pourcentages. Donc là, volontairement, on épaissit le trait pour vous montrer plus franchement la différence. Hop. Donc je rafraîchis. Donc là, on est sur ma page HTML avec le protocole HTTP 1.1. Donc là, si on était en train de scroll, on verrait un peu, je crois, chaque image se charger un peu les unes à la suite des autres. Donc là, il manque une image. On peut voir que la perte de paquet a influé sur la réception. On peut voir que tout n'est pas chargé. Ça met quand même pas mal de temps à charger tous les éléments. Mais ça en charge quand même quelques-unes successivement. Donc là, il n'y a pas de multiplexage. Il y a une connexion par image dans ce cas-là. Il y en a quelques-unes qui passent, d'autres qui passent pas. Et on va voir qu'avec HTTP2, le fonctionnement va être un peu différent. À minima, on va dire, les premières images sont reçues assez rapidement. Et c'est le reste des éléments du DOM qui mettent un peu plus de temps. Et là, du coup, avec HTTP2, on a le multiplexage, c'est-à-dire que mes images sont mélangées au sein de stream, et au sein d'un stream, il y a certains bouts de mes données de mon image, par exemple numéro 1, qui est dans le stream 1. C'est mélangé. C'est aussi, du coup, avec d'autres images. Alors, on peut voir que avec beaucoup de pertes de paquets, HTTP2 et le multiplexage, il y a pas, c'est limite pire. Vaut mieux rester avec HTTP1 1.1 parce que le temps de chargement est limite. Au moins, on charge une image par image. Là, on peut voir que c'est beaucoup trop. Bref, c'est beaucoup trop lent. Quand il y a beaucoup de pertes de paquets, HTTP2, en général, c'est pas bien. Et avec HTTP3, la magie, voilà. Ça y est, tout est chargé. Ça a mis 10 secondes. Alors que HTTP 1 et HTTP 2, ça charge toujours. Donc on peut voir que la perte de paquets, clairement, c'est un élément central, un vrai gain qui est apporté avec le protocole HTTP 3.
parce que du coup basé sur la couche UDP. Donc c'est vraiment un gain. Mais du coup, ça, c'est dans les conditions de on est sur son téléphone. Est-ce qu'en local, c'est mieux? On peut voir que le temps de recevoir le dernier événement, effectivement. C'est pas refresh encore, je pense. Ouais, pour c'est le, pas pour refresh. le 1 et 2. Ça met un peu de temps. Bref. De De toute façon, on l'a vu sur la partie c'est ça, sur le navigateur direct. sur le navigateur, clairement, c'est beaucoup mieux. Mais du coup, ça, c'est une partie démo qu'on voulait vous montrer, du coup, certains points qu'effectivement, HTTP3 est meilleur sur certains points, mais pas forcément meilleur sur, du coup, d'autres points. Donc, le délai, ici, sur la démo, on a pu voir qu'en passant sur le réseau 4G, il y avait du mieux d'utiliser HTTP3, mais c'est pas tant, il n'y a pas un gain énorme pour vouloir forcément basculer, et en sachant que là c'est une petite page, donc ça représente que quelques mégaoctets. Mais hop, on peut reprendre sur les slides. Hop, switch. Donc ouais, c'est vraiment là, le premier cas d'usage qu'on voit nous, forcément quand on voit ça, c'est la perte de paquets. Là, on a vraiment une raison, un argument pour passer sur ce genre de protocole. Donc là, on pense à peut-être des régions du monde où l'infrastructure est de moins de bonne qualité, elle subit plus de pertes de paquets, ou des zones très congestionnées, ou à forte densité de population par exemple. Là, ça peut avoir plus d'intérêt de le déployer. C'est ça. Donc là, dans le cadre de la démo, on a pu tester que certains aspects on a pu comparer le protocole que sur certains aspects, sur du coup juste le chargement d'une page avec le navigateur. On a constaté certains gains par rapport à HTTP2, mais on n'a pas pu valider l'ensemble des points. Donc nous, de notre côté, on a fait une maquette, on va dire. On a fait une maquette justement pour essayer de comparer ce protocole. Donc les trois, HTTP 1, 2 et 3. Et donc pour ça, on a fait un schéma où de mon côté, du coup, je suis la machine externe, j'automatise un peu tout ça avec Ansible pour justement j'automatise avec Ansible du coup chaque évaluation que j'essaye de mettre en avant. Donc ça peut être l'ajout de la latence, l'ajout de la perte de paquets au sein de mon réseau. On a du coup une VM routeur qui est là justement pour être influée par Traffic Control, justement pour ajouter de la perte de paquets, du délai, etc. Et du coup, on a pu, sur cette maquette, évaluer les deux serveurs, donc Nginx et Kadi, voir du coup si effectivement, certes, entre les protocoles, il n'y a pas forcément beaucoup de diffs, ou il y a énormément de diffs, mais on a voulu également vérifier que c'est pas un problème d'implémentation justement de ces protocoles à date des tests qu'on a pu réaliser. C'est ça. Et là, sur cette architecture-là, on a testé avec plusieurs navigateurs. Je crois qu'on avait Chrome, Firefox et Edge de mémoire. Donc on a testé avec ces trois-là. Donc côté serveur, comme a dit Baptiste, Kadi et Nginx. Et là, vous remarquez, on est en environnement quasiment, c'est totalement virtualisé. On n'a que des machines virtuelles. Le routeur aussi, c'est une machine virtuelle. Le seul élément qui est réseau qui n'est pas virtuel, c'est juste un switch physique donc entre les deux serveurs. Donc ça c'est quelque chose qu'on a voulu faire quasiment dès les débuts. C'est au moins avoir le routeur qui était donc sur un autre serveur matériel et donc séparé par un switch physique. Et donc ensuite, là ça c'est au niveau des résultats qu'on a eu donc sur la maquette qu'on va nous présenter. Donc on a fait beaucoup de scénarios, on a évalué beaucoup de scénarios différents. Donc par exemple, les plus communs, ceux qu'on vient d'évoquer, donc lorsqu'on introduit de la perte de paquets, de la latence, lorsqu'on introduit beaucoup de congestion, voir comment ça se comporte donc avec le mécanisme de packet pacing par exemple. Donc il y a certains résultats qu'on ne s'explique pas encore forcément. Concrètement, on se demande si la maquette, le fait que tout soit virtualisé, est-ce que ça n'introduit pas peut-être de biais dans les mesures. Donc voilà, on a encore quelques interrogations là-dessus.
Mais concrètement, là, ce qu'il faut que vous reteniez, en tout cas sur ces résultats-là, qui sont les nôtres, c'est au niveau donc, du paquet de pacing. Donc, on a fait 2 tests. Donc, la colonne de gauche, vous pouvez voir, c'est le temps qu'on a eu de chargement donc, d'une page. Une page. C'est une page assez simple, je crois. C'était une page avec une vidéo, peut-être. Ouais, c'est une page avec une vidéo. Ouais, une page avec une vidéo qu'on charge et enfin voilà, on attend que les charge. Donc quand il n'y a pas de congestion, on était sur 2,7 secondes à peu près. Quasiment pareil sur HTTP3, on avait juste un dixième de seconde en plus. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est quand on met 100% de congestion, donc vraiment on sature complètement le réseau. Bah là en fait on voit que le mécanisme de packet pacing pour HTTP3, en fait il fait que HTTP3 en fait ne prend jamais la priorité sur le trafic parce que le réseau est complètement congestionné. En fait, il va se dire, bah, du coup, je vais pas le saturer encore plus, donc j'ai quasiment rien laissé passer. Ce qui fait qu'en fait, la page émet quasiment un temps infini à charger. Donc là, vous pouvez voir, on a mis plus 130 secondes, mais on aurait pu mettre infini, ça faisait un peu pareil. Donc voilà, ça illustre un peu le mécanisme de packet pacing. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi essayer peut-être de voir dans une infrastructure peut-être un peu plus proche de la réalité, voir comment ça impacte les autres flux en même temps lorsqu'il y a de la congestion. Voir si bah, du coup ça laisse le temps au réseau de se lisser un peu. Le deuxième test qu'on vous a mis, c'est sur la latence, donc c'est un peu ce qu'on vous a montré aussi avant dans la démo. Ah, mais là, du coup, c'est en divergence. C'est ça. En réseau local, enfin dans un réseau local, on va dire, où on introduit juste ce qu'il faut de délai. HTTP3 met beaucoup plus de temps par rapport aux 2 autres protocoles. Contrairement à la démo où en passant du coup avec la 4G, donc sûrement en induant de la perte de paquets, bah, au final au cumulé, HTTP3 s'en sortait mieux. Mais dans ce cas-là. Donc là c'est clairement, enfin voilà, clairement là, le résultat, par exemple de plus 3 secondes de chargement sur quand on met juste 40 millisecondes de délai en plus, sans perte de paquet, bah celui-là clairement nous, enfin voilà, on essaie encore de creuser, on s'explique pas forcément trop pourquoi ça met tant de temps en plus que ça à charger. Enfin, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on observe dans d'autres situations, donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse encore. Et le dernier, c'est sur les pertes de paquets. Donc là, bah, on a été encore plus franco, on a mis 30% de pertes de paquets. Et là, bah, en fait, vu que l'effet est encore plus accentué, comme on a pu le voir dans la démo, là, en l'occurrence, ça concorde un peu avec ce qu'on a vu. Bah, la page elle est beaucoup plus rapide à charger, forcément, puisque bah, on a ce mécanisme de multiplexage qui est plus adapté dans ce cas-là sur HTTP3. Donc la page charge dans un temps raisonnable alors qu'en HTTP2, et bah, en fait, elle met très 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 longtemps, comme tout à l'heure, à charger. Ensuite, je vous ai mis quand même pour essayer de mettre un peu en contradiction tout ça, des résultats qu'on a vus sur une source publique, donc qui a fait des tests dans des conditions donc plus réelles que ce qu'on a fait sur notre maquette qui était complètement virtualisée et isolée. Donc là, le scénario de test, donc il avait un client, donc je crois que c'était aux États-Unis, donc dans le Minnesota. Donc il avait son navigateur là-bas et son serveur il avait host sur un provider public, je crois que c'était DigitalOcean, donc il l'a mis je crois que c'était à New York. Et donc il faisait des requêtes de chargement de sites comme ça entre les deux. 3 types de sites, colonne de gauche un petit site donc quelques mégas, colonne du milieu un gros site avec pas mal de gros fichiers, donc par exemple des grosses images, etc. qui étaient aux alentours de 15 mégas. Et troisième colonne, une single page application, donc par exemple un site comme, je crois que Jira, c'est le cas. Donc appareil un peu, je crois 15 mégas, mais des fichiers un petit peu plus petits. Donc là, on voit clairement une nette amélioration donc, dans les résultats qu'il a eu sur le chargement. Sur la gauche, par exemple, pour la colonne du milieu, on a à peu près un peu plus de 2 secondes de chargement en moyenne, alors qu'en HTTP3, sur la colonne, sur le schéma de droite, là, on est plutôt dans les 1 seconde. Donc là, vraiment, dans son scénario, dans son cas, il y a vraiment quand même une nette amélioration en moyenne sur le chargement de la page. Donc, en conclusion, donc les résultats qu'on a eus, en tout cas de notre côté, sur notre plateforme, sont assez mitigés comme on a vu. Il y a quelques scénarios qu'on ne s'explique pas encore forcément, donc il faut qu'on continue de creuser. L'évaluation du protocole est assez difficile parce que c'est des features qui sont ajoutées, donc parfois sont très techniques. Et donc il est dur d'imaginer un protocole de test pour essayer un peu de le mettre en avant. Par exemple pour la congestion et le fait d'adapter un peu le débit automatiquement. Niveau sécu, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé dans ces slides parce qu'il fallait qu'on choisisse aussi les sujets dont on avait parlé, mais c'est un sujet vraiment très intéressant sur lequel il faut forcément se pencher sur cette nouvelle norme parce que par exemple le 0RTT dont j'avais parlé au début,
c'est quelque chose qui peut être sujet aussi à des nouveaux vecteurs d'attaque, donc par exemple d'intrusion ou ce genre de choses. Il faut faire attention. Il y a pas mal d'articles à ce sujet. Par exemple, on a vu que l'adresse IP ne serait plus l'identifiant en fait unique qui pourrait traquer les différentes requêtes qu'on a d'un client. Cette fois-ci, on passe à une sorte d'autre identifiant à un connection ID. Donc on peut se demander, par exemple, sur son serveur Apache, quand on va avoir des logs de requêtes, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en fait en face des requêtes si on peut plus mettre son IP. Est-ce qu'on va mettre les différents connection ID qu'on a? Comment est-ce qu'on va les suivre? Parce qu'en fait, il y en a plusieurs, ils évoluent au fur et à mesure du temps. Enfin voilà, ça c'est des questions qui, je pense que typiquement le projet Apache ne se sont pas encore posées, parce qu'il n'y a pas d'évolution sur le serveur Apache à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose sur lequel ils vont devoir se pencher assez vite. Et enfin, comme ouverture, on vous a mis déjà quelques images, et c'était basé sur ça la démo, le site http.cat, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est assez marrant, il y a une photo de chat en gros pour chaque code de retour HTTP. Quick, comme on l'avait dit au début, en fait, ce n'est qu'une couche de transport finalement, donc on peut l'appliquer à d'autres protocoles applicatifs qu'HTTP. Donc il y a déjà des propositions d'implémentation, par exemple de DNS over Quick, SSH over Quick. Il y a une norme de multipass aussi qui va être proposée dans la deuxième version de Quick. Donc le multipass, c'est quand on veut agréger plusieurs connexions différentes. Donc, par exemple, sa connexion Wi-Fi et sa connexion 4G. Donc pourquoi pas les utiliser en même temps, peut-être pour avoir un débit plus important. Ça existe déjà en TCP, ça n'a pas trop pris, mais là avec Quick, ils essaient de le refaire. Donc voilà, il y a une RFC qui est proposée là-dessus, on va voir ce que ça donne. Et d'autres applications, par exemple, sur du gaming, des applications un peu plus temps réel. Imaginer sur le protocole Quick d'autres optimisations qui font que peut-être on pourra l'utiliser sur ce genre d'application. Donc voilà, c'est fini pour nous, et si vous avez des questions, on sera ravis de les prendre. Merci.